Salam alaikum, bonjour, ravi de vous voir et aussi d'introduire votre ami Guillaume, le président de la montagne des singes. Donc, j'ai eu vent du sujet avec Melika un jour. Donc, je n'ai pas hésité à demander d'aller le voir et Monsieur le directeur m'avait proposé de retarder un peu la visite jusqu'au printemps. C'est ce qui a été fait. Donc, j'ai été vraiment agréablement surpris du projet en tant que tel. Donc, moi, je croyais que c'était juste concept zoo simple, mais là, je me trouve avec un projet vraiment gigantesque, avec une surface et une liberté pour les singes, mais dans le cadre de la protection et du développement durable et pour le bien de ces singes. Donc, on remercie la famille, le papa aussi, qui a eu cette idée avec son associé de faire venir ces singes ici, dans cette région, et de créer un concept vraiment original. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à Guillaume pour nous faire une présentation. On va essayer aussi de faire passer quelques vidéos durant notre échange. Et après, donc, il y aura un échange questions sur le sujet. Merci d'avoir accepté de venir chez nous. Bienvenue et je te donne la parole. Merci. Monsieur le Consul général, merci beaucoup pour votre invitation et pour cette journée. Fabrice, merci pour ton accueil. Et bonjour à tous, hein. Merci d'être présent pour cette présentation de la montagne des singes, qui effectivement doit beaucoup au Maroc, tout simplement parce que l'origine de nos singes vient du Moyen Atlas, de toute la région de l'Ifrane, entre l'Ifrane et Azrou, donc du Moyen Atlas. Et ben, sans ces singes marocains, nous ne serions pas là. Donc, je vais vous présenter un petit peu le parc, hein, des origines à aujourd'hui. Donc, ça va, ça va. Donc, je vais pas prendre- Voilà. Donc, bon, oui. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les concepts et les buts du parc. Ensuite, faire une petite rétrospective, vous donner quelques dates clés dans l'historique des parcs qui ont plus de 50 ans. Les parcs aujourd'hui et puis des actions à mener, notamment en faveur de la sauvegarde de cette espèce, mais d'une manière plus générale, la sauvegarde des milieux forestiers au Maroc. Alors, l'idée, voilà. Pardon. Donc, le concept est vraiment un concept unique, hein. C'est un concept qui est de présenter une seule espèce, et le macaque de Barbarie, en liberté dans les meilleures conditions possibles, hein. Des conditions optimales qui permettent de les observer en groupe naturel. Et le parc de la Montagne des Singes est une belle forêt, une grande forêt de 24 hectares qui permet d'héberger plusieurs groupes de macaques de Barbarie. 24 hectares, pour vous donner une idée, c'est à peu près 40 terrains de foot. Ce qui fait que c'est, pour les gens, ça permet de visualiser un petit peu et d'apprécier la taille de cet enclos. Le concept aussi, c'est parce que c'est qu'une seule espèce sauvage. On n'est pas comme un zoo, on est un parc animalier, mais avec cette espèce de primate. Et donc, ça permet de les observer dans un cadre vraiment naturel. Les groupes, hein, tout simplement parce que ce singe vit en groupe composé de plusieurs familles, hein. Dans nos parcs, nous avons quatre groupes hein, d'environ entre 50 et 60 singes qui se répartissent en zones dans ce parc-là. Les conditions optimales dans le parc permettent d'observer des comportements qui sont similaires à l'état sauvage. C'est très intéressant parce qu'au début, sur cette espèce, on ne connaissait pas grand-chose dans les années 60-70. Et grâce au parc, le fait de pouvoir observer tout le panel de leur comportement a permis d'effectuer de nombreuses recherches basées sur la vie sociale de ces animaux et de comprendre beaucoup de choses, hein, de la manière dont ils vivent. Je donnerai plus d'informations un peu plus près dans la présentation. Alors, avant de parler des parcs, on va quand même vous parler de ces singes-là. Le macaque de Barbarie, qui est un animal hein, qui vit au Maroc et en Algérie,
est le seul macaque africain. Tous les autres macaques vivent sur le continent asiatique. Donc c'est vraiment une spécificité de cette espèce. C'est un animal qu'on trouve dans les forêts entre des altitudes de 800 jusqu'à 2200 mètres. Donc ils vivent dans des conditions où en hiver, dans ces montagnes, il fait froid, il y a de la neige. Et puis ils ont aussi des chauds et secs. Donc ce sont des animaux qui vivent très bien aussi dans nos forêts alsaciennes et dans les autres sites des parcs. En caractéristique, quand on observe, c'est un animal qui qui n'a pas de queue. Euh, il y a une différence, il y a un dimorphisme entre les mâles et les femelles. Les mâles sont plus grands que les femelles. Les mâles pèsent en moyenne 17 kg, les femelles en moyenne 13 kg. En termes d'adaptation, bah, tout simplement, comme ce sont des animaux qui vivent dans les milieux avec des hivers froids et enneigés et des milieux avec des étés chauds et secs, il y a une très forte saisonnalité, un peu comme la faune sauvage chez nous, c'est-à-dire que les naissances ont lieu au printemps. Donc, par exemple, si vous allez actuellement à la montagne des singes, vous avez la chance d'observer des nouveau-nés, donc des petits bébés qui, comme sur la photo, en haut et en bas d'ailleurs, ont un pelage noir hein, les deux premiers mois, et ensuite le pelage change, on a un poil brun qui pousse hein, et pour avoir une couleur identique aux adultes. En termes de vie sociale, hein, alors c'est là où c'est vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire sur cette espèce, hein, qui en font une réputation internationale. C'est tout d'abord les caractéristiques et que les mâles s'occupent des petits, hein, même si dans leur vie sociale on ne connaît pas la paternité, c'est-à-dire qu'en période d'amour, en automne-hiver, la femelle va s'accoupler avec plusieurs mâles, hein, sauf des mâles de proche parenté. Les mâles adultes hein, aiment beaucoup s'occuper des petits. Hein. On va souvent les voir avec un bébé sur le dos d'un singe, hein, et souvent ce singe-là est un mâle. Et grâce à ça, ça permet d'observer une autre particularité de cette espèce. Grâce à ça, en fait, les mâles, en portant les bébés, vont communiquer entre eux, vont s'échanger. Ça permet de rapprocher deux adultes. Hein. Un mâle qui porte un bébé va plus facilement avoir des contacts positifs avec des autres mâles du groupe. Donc le bébé sert d'intermédiaire social. Et ça, cette espèce de primate, c'est quelque chose d'assez unique et qui est très réputé. En vie sociale, ils vivent en groupe, je parlais de groupe tout à l'heure. En fait, au début, on ne savait pas comment ils vivaient. Est-ce qu'ils vivent en famille tout seuls? Là, ils ont une vie sociale qui est importante, c'est-à-dire que le groupe constitue une entité sociale. Un groupe est composé de plusieurs familles et il y a aussi une hiérarchie au sein du groupe. Et au niveau hiérarchique, ce qui est intéressant, c'est que chez les mâles, au sommet de la hiérarchie, vous avez un mâle dominant. Et le mâle dominant, en fait, chez les mâles adultes, c'est lié à la personnalité. C'est un mâle ce sont des mâles qui réalisent un réseau social avec des amis qui vont le soutenir par rapport à d'autres. Et le chef, c'est celui qui a le réseau qui le permet d'avoir le plus fort soutien par rapport aux autres membres du groupe. Chez les femelles, c'est différent. Chez les femelles, le rang se transmet de la mère à la fille. Hein. C'est-à-dire que la mère va toujours soutenir sa fille par rapport aux autres. Et donc, les autres membres du groupe comprennent que ben, la fille a juste le rang sous la mère. Donc ça, pour une espèce animale, c'est des choses qui sont assez étonnantes à observer. Et que grâce à l'existence de nos parcs et aux études qui ont été menées dans le parc, on a appris à justement pouvoir observer et comprendre ces comportements et ensuite, pour le personnel hein, qui travaille le long du circuit, de pouvoir redonner cette information sur cette espèce et ses particularités. C'est aussi une espèce menacée. Au début, dans les années, fin des années 60, début des années 70, on avait à peu près, on estimait à peu près les populations sauvages à 23 000 individus, mais on ne savait pas trop. Hein, estimer une population sauvage, hein, c'est très difficile. Hein. Il y a des méthodes, des méthodologies, mais qui donnent toujours un peu une idée. Mais surtout à l'époque, on se souciait pas trop. On savait qu'il y avait des singes, mais sans poser la question si on avait beaucoup, s'ils étaient menacés, pas menacés. Et au fil du temps, malheureusement, on a appris à mieux les connaître et aussi à les observer, plus les observer dans le milieu sauvage et de se rendre compte que malheureusement, on est passé à une population de plus d'1 000 individus dans la fin des années 70 à moins de à peu près 8 000 en prenant compte les populations au Maroc et en Algérie. Alors, les parcs. Hein. Alors, la création des parcs, hein,
Euh, alors, je vais d'abord parler des buts, ensuite parler de la création. Mais les parcs ont plusieurs buts, hein. Tout d'abord, le premier, c'est le but choisir nature, hein. C'est un parc de vision, un parc d'immersion, d'être au milieu de ces singes dans cette belle forêt. Et ça permet aussi de remplir je dirais, un besoin économique pour la survie des parcs. Hein, c'est un parc où on le visite avec un droit d'entrée, il y a un billet d'entrée qu'il faut payer et qui permet aux gens de passer un très bon moment dans un beau cadre. Le côté scientifique a démarré très rapidement après l'ouverture des parcs en 1972, où là, justement, on avait la chance de pouvoir observer une espèce dans des conditions optimales et de manière assez confortable. On n'est pas loin des villes, donc on n'a pas besoin d'aller au fin fond du Moyen-Atlas ou du Haut-Atlas pour les observer. Et ça a facilité les études pour tous les étudiants des universités au début autour, à Strasbourg, à Vannes, qui sont venus étudier et au fur et à mesure, en découvrant l'intérêt de cette espèce, nous avons eu des universités d'un peu partout en Europe et même des États-Unis et d'autres continents. La pédagogie est un élément très important aussi. On a tendance à dire que la visite du parc, c'est un peu une salle de classe à ciel ouvert, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de thèmes qu'on peut observer en venant dans le parc. Et surtout le rôle très important de nos guides, de nos animateurs nature, qui, quand vous venez visiter, quand vous venez passer un bon moment dans le parc, ils sont là pour vous donner des informations sur cette espèce, sur les comportements. Comme je disais tout à l'heure, là on est au printemps, c'est la période des naissances, c'est toujours un moment qui est intéressant. De voir les mâles qui s'occupent des petits, c'est des choses assez exceptionnelles et c'est bien de pouvoir se faire expliquer par un guide le long du circuit. Nous faisons aussi des animations nourrissage toutes les 3 quarts d'heure, des petits ateliers pédagogiques. On a des panneaux, on a une petite vidéo qui présente cette espèce pendant les 4 saisons. On peut voir des belles images de singes en hiver, aussi sous la neige, donc ce qui est assez inhabituel pour les primates. Donc ce côté-là est aussi très important pour nous. Et puis enfin, la partie sauvegarde. Comme on se rend compte que malheureusement, il y en a de moins en moins, le parc et le réseau de parcs, que nous sommes 4 parcs, a un rôle important, tout d'abord, de maintenir une population dans un endroit qui est protégé, qui permet de maintenir une réserve génétique. La population des parcs actuelle est de 700 individus, par rapport à moins de 1000 dans le milieu naturel, donc ce qui est énorme, hein. Ça fait quasiment 10% de la population qui est chez nous. Donc c'est un rôle important en termes de conservation. Les parcs, c'est vraiment je dirais peut-être l'Arche de Noé qui ont permis dans le passé de pouvoir renforcer les populations dans le milieu sauvage, on le verra après aussi, mais de garder une réserve sur ces animaux-là. Le rôle des guides dans la sensibilisation des visiteurs, hein, quand on prend le parc alsacien, donc la montée des singes à Kitzheim, où nous avons à peu près 300 000 visiteurs par an, le rôle des guides est vraiment important, hein. Beaucoup de gens qui viennent au début passer un bon moment, c'est toujours l'objectif, mais de pouvoir sortir du parc avec 2, 3 idées sur cette espèce, le fait qu'il y ait du Maroc, le fait qu'il dort toute l'année, le fait qu'il y en ait de moins en moins dans le milieu sauvage, le fait que, par exemple, quand vous êtes dans les marchés locaux et que vous voyez des gens qui se prennent en photo avec des singes et que pour cette espèce, malheureusement, ça veut dire que des individus ont été capturés dans le milieu naturel, c'est des choses pas très bien à faire et qu'il ne faut pas promouvoir. Tout ça, ce sont, je dirais, des bons gestes qu'on apprend suite à la visite dans nos parcs. Enfin, nous faisons aussi un soutien financier d'action de sauvegarde. Les actions de sauvegarde au Maroc, on a des associations, on a une association marocaine que nous soutenons euh, qui s'appelle Barbary Macaque Association, qui est dans le Rif, hein, et que nous avons par exemple soutenu l'an dernier. En juin, juillet 2022, il y a eu des grands incendies de forêt dans le Rif. Je ne sais pas si vous avez suivi ça vers la forêt de Bouachem. Et cette association s'est beaucoup impliquée pour essayer de sauver les populations qui restaient, et surtout après le feu, pouvoir apporter de l'eau, et puis aussi un peu de ressources alimentaires, le temps que les animaux pardon, se remplacent un petit peu et reprennent un peu possession de la forêt. Et donc, nous avons en collaboration avec aussi le département des eaux et forêts marocains, euh, attendu leur aval pour pouvoir justement soutenir cette association-là. Nos actions de sponsors font toujours appel aux autorités pour avoir leur accord, bien évidemment, plutôt que d'intervenir comme ça. Hein, pour nous,
c'est extrêmement important de toujours demander et d'avoir l'accord de l'administration marocaine avant de faire la moindre intervention. Alors, petite rétrospective, hein. Donc là, vous avez un peu des dates mises un petit peu de manière un peu puzzle, hein. Donc, la première année, c'est 1969, c'est date de la création des parcs, donc créé par mon père et Monsieur Renault. Donc, l'idée, souvent, on nous pose la question, mais comment ça se fait qu'il y ait des singes en Alsace? Hein, c'est une question assez récurrente, hein. Et en fait, c'est tout simplement mon père et donc son associé qui étaient ou sont deux passionnés de nature. Et il voulait à un moment créer un parc avec une espèce sauvage dans des conditions optimales. Et alors, pourquoi ce singe? Tout simplement parce que les parents de M. Renaud, qui habitaient à l'époque Alger, leur disaient, ben, Alger, souvent le week-end, pour sortir, on allait dans l'arrière-pays. Et il y a un endroit dans les gorges de la Chippa, il y avait une auberge, hein, où les gens allaient souvent déjeuner. Et puis, sur les terrasses, ce singe était présent. Et même après, ça faisait partie d'une petite promenade, la petite promenade de digestion sympathique au milieu de ces singes-là, qui sont des animaux tout à fait tolérants, qui ne sont pas agressifs. Et donc, ça faisait partie des grandes attractions pour les habitants locaux. Et donc, le père de M. Renaud lui a dit, bah, tiens, pourquoi pas des singes? Au début, tout le monde pensait que c'était un projet complètement fou, hein, des singes en Alsace. C'était quelque chose de hurlu-berlu et les gens ne comprenaient pas trop. Et en fait, ils se sont rendus compte que très rapidement, ça fait partie des sites touristiques incontournables de l'Alsace. Alors, l'origine du Moyen Atlas, tout simplement, c'est parce que dans les connaissances de M. Renaud, il connaissait le vétérinaire du zoo de Rabat, et puis quelques relations aussi avec les autorités marocaines. Et donc, l'endroit qui avait été choisi par les autorités marocaines pour capturer les singes était le Moyen Atlas, là où on trouve les plus grandes populations de singes sauvages. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ensuite, on a 1972, hein, où nous avons les débuts des premières recherches scientifiques, hein, ce qui a permis avec le temps, toutes les recherches, toutes les heures passées à observer ces animaux, d'avoir une forte contribution dans la connaissance de l'espèce. À ce jour, nous avons plus de 300 articles scientifiques qui ont été écrits, et on peut dire qu'une bonne moitié de ce qu'on connaît de cette espèce provient de recherches qui ont été effectuées dans nos parcs. Hein, il faut s'imaginer, comme je disais tout à l'heure, venir euh, dans nos structures pour observer ces animaux, c'est quand même plus facile que d'aller. La logistique de nos parcs facilite les études scientifiques. Ensuite, avec le succès du premier parc, les populations des parcs qui augmentaient, on a créé un deuxième parc. Enfin, mon père a créé un deuxième parc à Rocamadour, le parc s'appelle la Forêt des Singes. Alors, Rocamadour, je ne sais pas si vous vous situez, euh, ça se, ça se situe dans le sud-ouest. C'est à peu près à 2 heures au nord de Toulouse. Et Rocamadour, à l'époque, peut-être moins maintenant, mais à l'époque, faisait partie des sites touristiques les plus visités de France. C'est un site religieux, mais aussi très, très, très beau, hein. C'est une cité médiévale au pied d'un canyon. Donc, si vous ne connaissez pas cette région, la vallée de la Dordogne et tout le coin de Rocamadour, c'est vraiment magnifique, je vous recommande. C'est très différent en termes de relief. C'est sur du côte, donc c'est-à-dire un niveau calcaire qui est assez sec, et donc une végétation qui est particulière et qui convient aussi très bien ces animaux-là, parce que la partie rocailleuse, on trouve aussi des maquettes de barbarie dans des milieux un peu rocailleux, que ce soit par exemple dans l'eau Atlas, on a des zones assez sèches et assez arpentées. En 1976, on a créé un troisième parc qui s'appelle Affenberg. Donc, pour ceux qui parlent allemand, Affen, c'est les singes, Berg, c'est la montagne, donc la montagne des singes en allemand. Il se situe à Zalem. Alors, Zalem, c'est une ville qui est au bord du lac de Constance. Le lac de Constance, c'est la partie sud de l'Allemagne, hein. C'est à la limite entre l'Autriche et la Suisse. C'est une très belle région. C'est à moins de 2h30, 3 heures de Strasbourg. Si vous ne connaissez pas cette région aussi, c'est très très beau. C'est des collines, dans le fond, on voit les Alpes, un grand lac. C'est un peu le sud de l'Allemagne, donc pour les Allemands, c'est un peu
la Côte d'Azur de l'Allemagne, très touristique et qui effectivement a permis de créer ce parc-là. Alors, ensuite, là, on était dans l'histoire des parcs, on va venir un peu dans le statut d'espèce. Donc, en 1977, le macaque de Barbarie, appelé aussi singe magot, est inscrit sur la liste des animaux à protéger à toute urgence. Et là, au fur et à mesure, dans le temps, on commence à s'intéresser à cette espèce, à l'observer un peu plus dans son milieu sauvage et à se rendre compte que malheureusement, il y en a de moins en moins. Donc, pour préserver les populations sauvages, on commence à l'avoir dans des listes d'instituts scientifiques hein, qui permettent de voir un petit peu le statut de certaines espèces et se dire c'est un singe donc il faut commencer un peu à se préoccuper et d'analyser pourquoi il y en a de moins en moins. Ensuite, nous avons alors, 77, oui. Donc c'est un singe à protéger. Et ce qui a permis aussi au parc de faire deux projets magnifiques, c'était un petit peu, je dirais, les Marocains nous ont permis de commencer avec 150 singes. Et pour rendre l'appareil, on a 2 années qui sont des années fortes dans la vie des parcs, qui sont les années 1980 et 1986, où les parcs ont pu remettre des singes dans le Maine Atlas et dans le Haut Atlas marocain. Donc, tout d'abord, en 1980, nous avons 232 singes qui ont été réintroduits dans la région d'Azou. Et puis, en 1986, donc 6 ans après, plus de 300 singes dans la région de Beni Mellal au Maroc. C'était des moments forts et c'est vrai que c'est des populations importantes. On a commencé à 150 singes et c'est vrai que pour mon père et M. Renaud, de pouvoir remettre près de 600 singes au Maroc, c'était un bon retour des choses. On a remercié le Maroc pour nous avoir permis de faire ça. Et puis je trouve que c'est une belle histoire de pouvoir, d'avoir pu remettre ces animaux-là dans leur milieu naturel. Avec quelques photos, vous pouvez voir les cargaisons à l'aéroport de Colmar et puis les relâcher, notamment celle-ci là, où c'était les autorités marocaines qui ont permis de relâcher les singes dans les montagnes où ils étaient avant. On nous pose souvent la question quand seront les prochaines réintroductions. J'aurais dit avant de réintroduire. Alors, avant de réintroduire, il faut d'abord être sûr que le milieu naturel est préservé. Hein, ça ne sert à rien de réintroduire dans une forêt, et puis si dans 10 ans ou 15 ans, vous ne savez pas si la forêt sera toujours là. Donc, c'est un sujet que le département des eaux et forêts est très concerné. Hein, c'est de pouvoir créer de plus en plus d'espaces naturels, d'espaces protégés. On peut le voir notamment avec la création des parcs nationaux. Hein, vous avez le parc de Bifrane, vous avez le parc du Haut-Atlas aussi, je crois le parc du Haut-Atlas oriental hein, qui a été créé. Donc tout ceci permet de préserver certaines zones qui plus tard pourront être sujets à des réintroductions. Nous, du côté des parcs, on l'a fait dans le passé, on est capable de le faire dans le futur. Et grâce à cette réserve génétique que constitue nos parcs, c'est encore peut-être une opportunité pour pouvoir réintroduire dans des futurs habitats favorables pour cette espèce. Ensuite, nous passons en 1992 où on a pu héberger un congrès mondial sur le macaque de Barbarie. Donc, pendant cette année-là, il y a eu beaucoup de réunions à Strasbourg, mais aussi des réunions au sein du parc à Kitzheim. Ensuite, en 1999, on a eu, pour les personnes de la région, mais la une grande tempête qu'on appelait l'Otard, qui a détruit beaucoup de forêts et qui, effectivement, a détruit à peu près 20% du parc. Donc, qui était un peu un traumatisme pour notre culture, mais on a pu reconstruire, refaire la clôture et puis on a eu beaucoup de plantations pour pouvoir garder toujours un parc arboré et préserver aussi la suite. Alors, en 2000, suite un peu à la tempête, comme on a eu des zones qui se sont dégagées, ça nous a permis de créer des éclaircies et puis quelques infrastructures d'accueil avec quelques bâtiments, des bâtiments d'information, des bâtiments vidéo, et puis aussi quelques zones de bassins. Pour ceux qui connaissent les parcs, les bassins d'eau qui ont été créés à cette période-là pour apporter aussi un petit peu de fraîcheur, hein, parce que ça faisait suite
En 2003, on avait eu une année de sécheresse et ça nous a permis, pour nos visiteurs et puis aussi pour nos singes, de pouvoir profiter de quelques bassins. Ensuite, en 2005, hein, avec mon épouse Sophie, nous avons eu la chance de créer un quatrième parc en Angleterre. Une autre expérience. Le climat anglais n'est pas si différent du nôtre, il est un peu plus humide, un peu plus tempéré, c'est-à-dire que les hivers sont un peu moins froids et les étés un peu moins chauds. Donc un climat qui convient tout à fait aussi pour cette espèce de singe. Et donc on a créé ce parc-là qui se situe entre Birmingham et Manchester. Donc on est à peu près à 2h30, 3 heures au nord de Londres, et qui maintenant fait aussi partie des sites incontournables de la région, de cette région-là. Enfin, 2019, c'était les 50 ans du parc, où nous avons eu aussi la chance d'avoir inauguré, on avait fait un week-end d'inauguration, on avait créé un village marocain et une célébration aussi avec le consulat général du Maroc de Strasbourg, en été en juillet 2019, donc aussi une grande période. En dernière année, je pourrais mentionner 2022, où on a réussi à étendre le parc, hein, avec une seconde partie qu'on appelle dans la peau d'un singe, où là, c'est pas avec les maquettes de Barbarie, mais l'idée, c'est d'apprendre déjà de découvrir une espèce pour ensuite se rendre compte qu'il y a d'autres espèces de primates. Et on s'est fait avec des agrès d'une manière ludique pour pouvoir se déplacer comme un singe, apprendre l'alimentation d'une espèce de primates, de pouvoir découvrir un peu ce monde des primates et d'étendre aussi avec, dans cette approche de découverte du milieu, d'étendre aussi par une dernière partie qui est sur le retour sur la faune et la flore locale, avec un mur à oiseaux, avec une mare au triton. Donc ça a permis de compléter l'offre des parcs. Voilà, pour une petite rétrospective, hein. Alors, le parc aujourd'hui, donc là, le logo de la montée des singes. Et le singe, on a gardé ce logo de ce singe-là. En fait, on le garde depuis l'origine, hein. C'était le premier visuel, hein, en 1969. On a toujours gardé et un peu présenté de différentes manières. Alors, le parc aujourd'hui, en termes de sites touristiques, on fait partie des, je dirais, des incontournables alsaciens. Nous sommes le quatrième site payant le plus visité d'Alsace. Les premiers, pour les locaux, on va dire, vous avez Batorama, qui est le premier site. Ensuite, il y a le château de Clémenceau. Et ensuite, vous avez le Zone de Mulhouse, Mulhouse en quatrième place. On est, la présence du parc à Kinsheim aussi n'est pas anodine, hein. On est au pied du château de Clémenceau. Donc, d'un point de vue économique, je dirais l'emplacement. Pour ceux qui ont des commerces, hein, c'est quelque chose qui parle, hein. Donc, si vous êtes bien situé, si on crée, on est dans une dynamique déjà sur un bassin touristique, il faut être présent. Et ça permet aussi de renforcer l'offre. Donc, site touristique, ce qui permet, je dirais, d'avoir un esprit un peu tête de gondole, entre guillemets, c'est-à-dire d'être capable de faire venir des gens de loin pour découvrir ce parc, mais aussi pour découvrir toutes les autres activités dans la région ou sur le territoire. On va voir les singes et puis après, on peut découvrir, faire un tour en barque sur l'île ou découvrir le musée du pain ou découvrir le musée, euh, la bibliothèque humaniste, hein. Donc, il y a beaucoup de choses locales à découvrir et grâce à nos parcs, ça a vraiment cet aspect important. On est aussi un vecteur économique local important. Si je prends ce jour, par exemple, on a une cinquantaine de saisonniers qui travaillent aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais qui sont ou qui travaillent sur le mois à la montagne des Singes. Donc ça, avec le temps, finalement, on se rend compte que tous les jeunes des villages environnants ont un moment passé un moment de leur vie ou un été ou une saison au parc, hein, qui a un rôle aussi pour eux qui beaucoup reviennent vers nous en nous disant on a eu un séjour déjà à l'extérieur dans une belle forêt, c'est un super un cadre agréable, hein. Découvrir cette espèce est aussi étonnant et puis de pouvoir pratiquer les langues, l'allemand, l'anglais, parce qu'on a un tourisme, on a un tiers de nos visiteurs qui vient de l'étranger. Sur le tiers, il y a à peu près autant d'Allemands que de Suisses et que de Belges. Donc, pour eux, ça leur a donné aussi une très bonne expérience pour ensuite, dans leur formation, dans leur métier futur.
Juste sans compter, on a une partie restauration, magasin. Donc pour les locaux, on fait travailler un petit peu tout le monde, on travaille avec des fournisseurs locaux. Et puis tous ces touristes qui viennent dans la région, qui viennent sur le territoire, bah, vont un moment se loger, vont un moment dormir, ils vont un moment consommer. Donc grâce au parc, ça permet de faire venir des gens d'un peu partout, d'essayer de passer un très bon moment chez nous. Pour revenir à la rétrospective, donc nous avons créé, nous sommes à ce jour 4 parcs. Donc j'ai un petit peu mis sur la carte les quatre structures. Vous avez une certaine continuité dans les logos, dans les visuels de nos parcs. Donc la Montagne des Singes qui a été créée en 1969, la Forêt des Singes en France, au Canada, en 1974, et ensuite à Von le parc qui est en Allemagne. Et en fait, le dernier, Monkey Forest, donc Forêt des Singes en anglais, qui se situe à Trentham, donc dans les Midlands, comme on appelle en Angleterre. Ce réseau de 4 parcs, on représente, c'est déjà un réseau unique parce que nous sommes les seuls parcs qui présentent une seule espèce dans des conditions, dans sur une grande surface. Hein. Tous les parcs ont à peu près entre 20 et 24 hectares de superficie. On n'a que des maquettes de barbarie, nous avons des groupes naturels, socialement bien établis. Donc, c'est vraiment, nous sommes les seuls en fait pour cette espèce-là. Nous avons à peu près plus d'1 million de visiteurs par an, donc ce qui, d'un point de vue aussi sensibilisation de cette espèce, hein, le rôle des parcs est énorme. Plus de 300 articles scientifiques, comme je le disais précédemment, parce que nous avons des études qui sont faites dans les 4 parcs, donc ce qui permet d'échanger aussi, et de travailler, chaque parc peut aussi travailler avec des universités locales. Donc ça va, ce réseau facilite ceci. Réserve génétique précieuse, hein, effectivement, on disait qu'actuellement on a une population d'environ 700 magots, ce qui est très important pour une espèce sauvage. Et la faune des 4 parcs permet aussi d'avoir un soutien financier de programmes de conservation plus conséquents, bien évidemment. Alors, les actions à mener. Tout d'abord, je vais vous donner un peu l'idée de la situation du maquette de Barbarie au Maroc. Alors là, j'ai pris les chiffres du Maroc, c'est les chiffres que j'ai repris du département de l'eau et forêt marocain. Donc, on a un fort déclin de la population qui était environ de 17 000 dans les années 70 à moins de 6 000 aujourd'hui. Les régions où on retrouve cette espèce sont notamment, vous avez la partie au nord, le Rif. La plus grosse population se situe dans le Moyen Atlas, donc toutes les zones autour de Hadrou, Ifrane, et des petites populations, enfin ce sont des populations assez fragmentées dans la partie haut Atlas. Dans la partie Moyen Atlas, c'est surtout célèbre grâce aux belles forêts de cèdres, hein, que je pense que vous connaissez tous, hein, qui sont des endroits magnifiques. Hein. Mais malheureusement, peut-être vous l'observez quand vous y retournez, souvent on voit des forêts avec quelques grands arbres qui restent, et puis en dessous, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de végétation, il n'y a plus de arbres, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de régénération naturelle. Hein. Donc on se rend compte que ces belles forêts ont un état dans un état assez critique. Hein. Pour le Maroc, c'est vraiment une richesse. Hein. Et le fait d'avoir la seule espèce de macaque qui est présente en Afrique, le fait d'avoir le seul singe d'Afrique du Nord, je trouve est un atout qu'il faut vraiment utiliser. Et c'est une chance d'avoir cette espèce-là. Et on peut voir même au niveau des autorités, ils se rendent compte de cette richesse-là et que préserver le maquette de Barbarie signifie aussi préserver les forêts, préserver d'autres espèces. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle une espèce phare qui permet de sensibiliser beaucoup de gens et qui a derrière un intérêt bénéfique si on sauvegarde son milieu. On dit aussi que la classe est un peu la réserve du Maroc. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut préserver ces forêts pour, euh, pour donner un avenir un peu plus serein. Les principales menaces de cette espèce sont tout simplement, malheureusement, en fait, ce qu'on observe, on l'observe pour la maquette de Barbarie, mais on peut l'observer pour beaucoup d'espèces
d'animaux sauvages, hein, que ce soit au Maroc, que ce soit, on voit beaucoup que ce soit en Afrique, dans la forêt amazonienne, dans les pays d'Indonésie, Malaisie, c'est la perte de l'habitat. Alors au Maroc, on a surtout par le surpâturage. C'est vrai que les chèvres ont tendance à tout manger. Donc quand vous avez des petits plants d'arbres qui repoussent, si vous avez un troupeau qui passe par-dessus, enfin, qui passe derrière, vous n'avez plus rien. Donc c'est pour ça que la forêt a du mal à se régénérer. L'abattage d'arbres, on a surtout des abattages, on va dire, sauvages, qui on coupe sans autorisation. Les incendies, ça c'est vraiment un phénomène qu'on retrouve malheureusement de plus en plus, hein. Et il faut adapter des politiques de gestion de la forêt en créant des grandes zones sans végétation pour éviter, pour canaliser le feu. Donc ça, c'est un problème qui s'est avéré, qui d'année en année est de plus en plus important. Euh, Dernièrement, enfin, c'était surtout l'été dernier qui au Maroc a été dévastateur pour les gens, hein, notamment dans le Rif, hein. Mais il faut s'attendre à ce que ça devienne de plus en plus. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup plus cette année, cet hiver dans le Moyen Atlas. Mais la sécheresse fait que les risques d'incendie vont être de plus en plus importants. Ensuite, hein, en menace, nous avons les conflits d'intérêts et de prédation. Alors, les dérangements au point d'eau, les points d'eau sont importants, notamment en été, pour cette espèce-là. Mais c'est vrai que c'est aussi important pour les éleveurs, hein, pour abreuver leurs troupeaux. Donc, moins il y a d'eau, plus il y a une pression des éleveurs. Donc, les animaux sont soit chassés un peu de ces zones-là ou attendent dans les arbres avant que les troupeaux passent. Mais les troupeaux sont aussi accompagnés des chiens de berger qui ont une action de prédation sur les animaux. Ils peuvent attraper, ça peut arriver. Et c'est le prédateur principal, hein, que ces chiens attrapent des singes. Nous avons aussi le braconnage et le commerce illicite, hein, notamment avec une photo sur, je ne sais pas si c'est la place Jamal El Fna, mais Jamal El Fna est un exemple connu, où avec les montreurs de singes, prendre des singes en photo, c'est des choses que nous ne recommandons pas, tout simplement parce que ce petit singe-là, c'est un singe qui a été prélevé dans le milieu sauvage, où on a une population qui est en difficulté. Les naissances sont pas très nombreuses, donc si dans ces naissances, on prélève des individus pour ensuite les mettre dans un cadre complètement artificiel avec des humains, c'est un animal déjà qui est perdu pour la cause. Et donc, il ne faut pas, il faut éviter, si on nous demande de faire des photos, il faut éviter de le faire pour justement, je dirais, de marquer ce tarif, hein, et que les gens se disent bah, finalement ça vaut plus la peine d'attraper des singes parce que je vais pas en faire au commerce, je vais pas gagner d'argent. Donc si on arrive à justement limiter ce commerce-là, et là c'est un geste supplémentaire pour sauver cette espèce. Voilà, donc c'est pour ça que malheureusement dans les dernières dizaines d'années, la tendance des populations sauvages a beaucoup, enfin les populations sauvages ont beaucoup régressé. Alors, le Maroc réagit, heureusement, à ce constat-là. Euh, Tout d'abord, en faisant une protection accrue de l'habitat, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui ont été définies comme des parcs nationaux, des parcs naturels. Et grâce à ça, ça permet de préserver nos forêts et les habitats qui sont favorables à cette espèce. En 2012, il y a un plan d'action national pour la conservation du singe magot a été défini par les autorités marocaines pour voir un petit peu quelle est la stratégie à suivre dans les années. Vous pouvez voir d'ailleurs dans le document qui a été rédigé la participation au Technoparc pour la constitution de groupes de réunion, de groupes de travail qui ont permis la réalisation de ce plan d'action. Vous avez l'adoption de la loi 2905 qui est relative à la protection des espèces. Donc au niveau législatif aussi, le gouvernement du Maroc a pris des mesures. Notamment, ils ont pris aussi pas mal de mesures avec des ONG qui ont formé les douaniers pour voir si dans les voitures qui repartent en Europe, il y avait des présences de magots sauvages. Euh, et les Marocains aussi travaillent beaucoup avec des chercheurs pour voir un petit peu comment préserver l'habitat et quel rôle peut avoir cette espèce pour redonner un dynamisme. On parle
d'écotourisme. On parle de zones aussi de bandes anti-incendie pour pouvoir justement canaliser certaines et préserver certains massifs forestiers. Alors, l'initiative de nos parcs, hein, c'est tout d'abord la sensibilisation des visiteurs. 1 million de visiteurs par an, c'est énorme. Et les gens sont déjà marqués de pouvoir se promener dans une belle forêt au niveau de ces pins-là. C'est vrai que ça les touche beaucoup. Et ils sont beaucoup plus réceptifs au message que peuvent donner notre personnel, nos animateurs nature. C'est vrai qu'un message qui est donné oralement par quelqu'un marque plus que d'avoir juste le simple panneau en disant faut le magot. Et c'est vraiment un rôle qui est loin d'être négligeable par notre personnel. Et je dirais qu'ils donnent aussi un peu de sens à leur travail. Hein, de dire à nos animateurs nature, bah, vous contribuez à la préservation de cette espèce, valorisent aussi leur travail. Nous faisons ce qu'on appelle la semaine de la conservation chaque année, en octobre, où là, nous avons 2 projets. Alors, c'est un projet, il y a eu un projet au Maroc et on avait un projet à Madagascar. L'idée, c'est de, pendant cette semaine, présenter 2 projets de conservation à la caisse, nous donnons un jeton à nos visiteurs en disant que ce jeton, ce sera 1 € que le parc va reverser dans le projet de leur choix. Et à la fin de la visite, vous avez 2 viandes. Déjà, pendant la visite, on présente un peu les 2 projets. À la fin de la visite, vous avez 2 viandes. Et on demande aux visiteurs de déposer ce jeton, qui représente 1 € dans le lieu de leur choix. Ça veut dire que les gens vont dire, tiens, ah oui, qu'est-ce qu'il y a comme projet? Il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce qu'on veut soutenir? On veut soutenir le projet au Maroc, on veut soutenir le projet à Madagascar. Donc, ça veut dire que les gens, entre eux, imaginez une famille, par exemple de 4, hein, ils ont 4 jetons, et ben, on va se poser la question, tiens, qu'est-ce que tu veux soutenir? Et toi, pourquoi tel projet? Pourquoi tel projet? Donc, on sait pourquoi on va mettre cet euro dans l'urne. Et donc, là, en termes de sensibilisation, c'est une action qui marche beaucoup et qui c'est pas juste dire, ben voilà, on donne temps à tel projet, là, il y temps à la conservation. Là, les gens sont vraiment impliqués. Et c'est eux qui choisissent quel projet ils veulent soutenir. On soutenons aussi la seule ONG marocaine dédiée à la conservation du maquis de Barbarie, donc BMC RIF, hein, qui a aussi l'aval hein, et travaille avec les eaux et forêts, le département des eaux et forêts au Maroc. Et on a aussi des contacts réguliers avec ce département, notamment aussi en termes de conseils. Aussi, il y a une demande particulière, on est là pour répondre. D'ailleurs, le département des eaux et forêts nous avait fait l'honneur de venir à l'occasion des 50 ans pour faire une présentation sur cette espèce et sur les actions qu'il faisait en faveur de la biodiversité et de la conservation de cette espèce. Voilà pour la présentation. Si jamais vous avez des questions, je suis là pour vous répondre avec grand plaisir. Et nous avons aussi, après, si on a un petit peu de temps, on a deux petites vidéos que je peux vous présenter. Une, c'est un peu historique sur la création des parcs, donc avec un reportage de 1969. Donc ça, vous verrez, il y a un côté un peu historique qui est amusant. Et puis un autre sur la réintroduction qui a été faite en 1986 avec 2 endroits qui avaient été choisis. Un, c'était Nador, où pour la petite histoire, à Nador, à l'époque, il n'y avait plus de singes magots dans les forêts derrière. Donc si vous retournez maintenant, vous verrez les singes, et ben, c'est des singes qui viennent de nos parcs. Voilà. Si jamais vous avez des questions, je vous remercie. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit? Il y a des questions parmi. C'est toujours la première qui tarde un peu, mais après, ça vient. Oui, tu as une question? Merci. Simplement en réponse du coup à cette présentation qui était très détaillée, merci. On parlait énormément de projets en cas de réhabilitation au Maroc qui fonctionne assez bien avec une réintroduction qui visiblement a fait ses preuves depuis le début. Est-ce que l'idée de l'ouverture d'un parc similaire aux 4 que vous avez en Europe a émergé à un certain moment, que ce soit au Maroc ou en Algérie? Visiblement non pour l'instant, et non pourquoi?
Alors, merci pour votre question. Euh, L'idée d'un parc au Maroc, hein, alors c'est un projet qui a été soumis par le département des eaux et forêts, mais eux avaient l'idée d'un parc à Ifrane. Et nous, on leur disait, mais pourquoi ouvrir un parc où les visiteurs vont payer un droit d'entrée, alors que si vous faites 5 kilomètres un peu plus loin, vous verrez des singes dans la forêt. Donc ça nous semblait pas très viable comme projet. Ensuite, pour pouvoir héberger ou avoir un parc similaire, il faut des belles forêts. Euh, et donc, des belles forêts malheureusement, les belles forêts ne sont plus, on n'en trouve pas beaucoup. Dans des zones aussi accessibles, il faut qu'il y ait de logistique, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait du passage. Ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est que malheureusement, avec le réchauffement climatique, hein, les sécheresses qui sont de plus en plus courantes et les incendies, c'est aussi une difficulté, c'est un point à prendre en compte. Et c'est pour ça que dans la création d'un parc au Maroc, malheureusement, ou en Algérie, par exemple, avec ces risques-là, fait que ce n'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux se concentrer sur la préservation des forêts actuelles plutôt que de créer un parc. Plutôt des parcs naturels ou des réserves. Tu as une question? Merci pour votre présentation. J'ai une petite question. Donc, euh, quelles sont les stratégies de gestion des visiteurs mises en place par le parc pour minimiser les perturbations des singes marocains au sein de leur habitat? Merci pour votre question. Plusieurs choses. Tout d'abord, je dirais, un premier rôle des animateurs, c'est la sensibilisation à ce genre. Déjà, le fait de leur dire que c'est une espèce qui est menacée, donc il faut faire attention. Sur le fait de ne pas se faire prendre en photo avec des singes qui sont attachés et qui sont dans un environnement complètement artificiel, hein, qui ont été pris dans leur milieu sauvage. Ensuite, je dirais, il y a des gestes tout simples. Notamment, quand ils viennent chez nous, ils se rendent compte que la nature est très belle, qu'elle est propre. Ne pas jeter des choses en forêt, ça paraît tout bénin, mais ça peut jouer. Et ça, de plus en plus, on ne trouve pas des incendies de forêt si on dit que, par exemple, il y a des gens qui ont cassé des bouteilles et que la bouteille, le verre, avec les rayons du soleil, peuvent avoir un effet de hein, et être à l'origine d'incendie. Tout ça, c'est des petites choses qui peuvent aider. Je crois que c'est leur faire comprendre que on a des gestes simples pour préserver l'environnement qui vont aussi préserver cette espèce. Euh, Là, à moins que Sophie dise quelque chose, tu auras est-ce que tu as- Ce qu'on peut faire aussi, enfin, ce que nous faisons aussi, c'est via les associations qu'on soutient au Maroc. Hein. Elles ont un rôle, certaines avaient, à une époque, on avait aussi aidé au financement d'une personne qui allait dans les écoles et apprenait tous ces gestes-là aux enfants, en disant bah, pourquoi c'est important de ramasser les détritus en forêt, que cette espèce, pourquoi c'est important de ne pas les déranger, de préserver leur habitat. Et ça, c'est aussi des actions que nos parcs ont fait. Et cette association-là a vraiment un rôle important à éduquer les populations locales, hein, parce que souvent on voit ces singes, on vit avec, mais on ne sait peut-être pas certaines choses, mais pas tout. Et le fait de sensibiliser les jeunes hein, dans les écoles, notamment les projets étaient dans le RIP, mais aussi dans la région d'Ifrane, pour nous, c'est très important de sensibiliser les jeunes générations. Hein, et que ce soit fait là-bas, c'est encore plus important. Merci. Tu as d'autres questions? Ouais. Moi, j'aurais une question concernant le réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme impact concrètement, soit sur vous, comme porteur de projet, soit en observant les singes, par exemple? Question difficile. Euh, Ce qu'on peut observer, c'est que pour nous, ce qui est important avec le
réchauffement climatique, ou en tout cas le fait d'avoir des étés plus secs, hein, plus chauds, c'est qu'il est important d'avoir beaucoup de points d'eau pour que les animaux puissent s'hydrater. Ça, c'est bien un premier point. Le deuxième, c'est de sensibiliser nos visiteurs en disant qu'il faut faire encore plus attention. Le côté point d'eau est aussi important, notamment je dirais pour les autorités, pour les eaux et forêts marocaines. Comme les points d'eau sont des centres stratégiques pour cette espèce, mais aussi pour d'autres espèces, hein, il est important de créer des points d'eau dans les milieux naturels. Ça, c'est un point où je crois que les autorités marocaines sont sensibles, hein, et notamment de créer de plus en plus de réserves d'eau, parce que comme on voit que les réserves naturelles ou les lacs naturels dans le Moyen Atlas et le Haut Atlas se tarissent aussi, c'est une vraie problématique, hein, que ce soit en termes de biodiversité, que ce soit en termes d'utilisation de l'eau par les populations locales. Donc on se rend compte que c'est un sujet où il faut vraiment travailler et puis mettre en place des systèmes de réservoirs, de réserves et même de pompage. Maintenant, on a des systèmes avec des panneaux solaires et des pompages qui peuvent être mis en place, hein. Et tout ça, c'est des choses à développer. On peut aussi ici de récupération d'eau. Donc, effectivement, comme disait mon mari, il faut effectivement tous ces points d'eau. Mais suite à votre question, nous, comment on s'en rend compte? On s'en rend compte même ici pour notre forêt. On voit des espèces d'arbres, comme ici, et qui de plus en plus sont grillés. Il suffit de regarder certains massifs en Alsace. Avant, on voyait du vert partout. Maintenant, on voit du vert parsemé de brun. Et tout ce brun, c'est plus bon. C'est qu'il n'y a plus. Donc, même nous, on est obligé de réfléchir, même pour les magots qui sont ici chez nous, en Alsace, voilà, à essayer de faire de la régénération de la forêt, mais peut-être en plantant d'autres espèces, des espèces qui viennent bien plus du sud que chez nous, pour faire face à ces canicules. Donc, évidemment, le mouvement, il se déplace. Vous êtes déjà au sud. Donc, il va falloir peut-être réfléchir à quelque chose qui vient d'encore plus au sud que vous. Nous, on réfléchit évidemment à l'érable de Montpellier, par exemple. On peut planter ici qui vivra bien, mais on est obligé de faire ça. Parce qu'effectivement, ce réchauffement crée ça. Oui, puis même, on a parlé Avant, on voyait une belle photo de cèdre de l'Atlas. Et bien, le cèdre est une essence que nous plantons, et même que les eaux et forêts en France, hein, étudient et commencent à en planter aussi dans les massifs, parce que c'est un arbre qui est plus résistant à la sécheresse, hein, et puis aux fortes chaleurs aussi. Et c'est là où on peut aussi prendre l'exemple, je pense, en coopération. C'est vrai que les pays méditerranéens ont plus cette culture d'été sec et ont plus de stratégies pour une bonne utilisation de l'eau et la mise en place de techniques permettant de mieux récupérer l'eau. C'est vrai qu'en France, quand on regarde, je crois que c'est à moins d'1% d'eau qui est récupérée, alors que dans des pays, le Maroc, je ne sais pas. Mais si je prends le cas d'Espagne, je crois qu'il y a 40% des eaux de pluie qui sont récupérées. Donc, il y a une évolution des mentalités. Merci. Justement, nous, c'est connu, durant le règne du roi Alexandre II, il y avait la politique des barrages, donc qui aide un peu de sauvegarder un peu d'eau, mais ça reste que c'est pas suffisant. Maintenant, au Maroc, c'est vrai, il y a d'un côté donc une gestion meilleure de l'eau, mais en même temps, on utilise aussi la désalination de l'eau de mer. Si vous permettez, j'ai une question, puisque vous êtes cette proximité avec les singes, si vous pouvez un peu nous raconter, toi et Sophie certainement, certaines choses particulières. Tu nous as parlé durant le déjeuner de ce changement en Grande-Bretagne, et ce changement brusque durant la nuit. Ce genre de choses, puisque vous êtes près des singes, si vous pouvez nous raconter un peu certaines choses particulières que vous avez vécues. Aussi la question de l'adaptation du singe, donc du Maroc ici en Allemagne, tout ça, comment ça se passe? Si vous permettez. Merci. Merci. Alors, pour nous, c'est vrai que c'est déjà une espèce où on est très attaché parce qu'on vit avec eux. Quand on regarde la longévité moyenne de ces singes, c'est à peu près 30 ans pour les plus âgés. Donc, je dirais avec nos âges, on est déjà connus.
dans le parc. 20 à 23 ans à l'état sauvage, 30 chez nous parce que les conditions sont quand même légèrement favorables. Mais c'est vrai que ça fait une période où en fait on les voit petits, on les voit grandir, on les voit parents, enfin, si c'est des femelles, hein, on les voit mères, et ensuite on les voit grand-mères, et après on les voit plus. Donc on s'y attache et on vit avec eux. Et c'est là que c'est des choses très fortes. Ce qui est marquant, alors, il y a plusieurs choses marquantes, mais ce qui est marquant, c'est de voir les. Moi, je trouve à chaque fois, ça m'épate, mais c'est de voir les mâles adultes hein, comme ils sont gentils avec les petits. On voyait les grands mâles qui commencent à jouer, à faire la mine de jeu avec les tout petits. C'est vraiment adorable comme scène. On voyait aussi le soutien, les relations mère-enfant sont extrêmement fortes. On voyait le soutien de la mère, le soutien de la grand-mère, quand vous avez la fille qui est interprétée par un autre singe, et la mère, la grand-mère arrive. Enfin, c'est des choses qui touchent vraiment. Il y a le côté aussi des singes, des mâles quand ils prennent un bébé, quand ils vont voir avec les mâles, on voit vraiment le côté opportuniste qui va regarder et dire ah tiens, j'ai l'occasion de me rapprocher de ce mâle-là, je vois un bébé qui est pas loin, hop, je vais l'attraper, je vais aller voir le mâle. C'est des choses très stratégiques qu'on voit pour une espèce animale, une espèce animale, c'est des comportements très évolués et qui sont étonnants. Quand on voit des singes qui, par exemple, il y a un arbre mort avec l'écorce qui commence à tomber. Ils vont faire comme ils font dans la montagne. Ils vont arracher l'écorce parce que derrière l'écorce, il y a des insectes. Donc, c'est des choses qu'ils ont appris des anciens et c'est des gestes qui sont repérés. Ce qui est amusant, c'est dans une des vidéos, je ne sais pas si on verra la scène, mais de voir comment ils sont habiles hein, quand au Maroc, par exemple, il y a un scorpion. Après, les scorpions et mauvais scorpions. Alors, au début, on n'a pas l'habitude, on veut se faire piquer, mais après, ils savent très bien, ils vont prendre juste par la queue, juste tout le bas, pour ensuite le manger rapidement sans se faire piquer. Ils sont très habiles. Hein. Et ce qui est amusant aussi, ce qu'on a tendance à dire, ils ont un peu, c'est un peu contre-qualité. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, euh, un travail dans le parc, où vous construisez un panneau, vous faites à certains endroits, on met des petites protections électriques parce qu'on ne veut pas qu'ils passent dans certains arbres. On fait par zone, notamment autour du circuit visiteur, on met une zone, on met des petits rubans comme une petite ravoche qui voulait dans le coin pour pas que les animaux montent toujours dans les mêmes arbres, manger les feuilles des bourgeons. Ils peuvent, mais il faut qu'ils aillent un peu plus loin. Parce que tout simplement, la journée, ils sont autour du chemin, donc ils iraient monter toujours dans les mêmes arbres donc ça limiterait un petit peu la végétation. Et quand vous faites votre système, vous essayez de mesurer, en fait, il faut raisonner comme un singe. Parce que vous faites un système, l'animal il va regarder, et puis il va dire, ah, ok, je peux passer comme ça. Donc lui, il va le faire, et puis il dit, mince, j'ai pas assez bien réfléchi. Et à un moment, faut quasiment se mettre comme dans un singe, pour dire, bon, là, comment je pourrais faire pour passer. Donc ils sont vraiment là pour montrer si le travail est fait ou pas bien fait, vous avez tiré quelque chose, et puis si vous ne le faites pas assez bien, ça vous va venir votre secours derrière, et puis à un moment, ça ne tiendra plus. Donc, il faut être encore plus fort qu'eux. Donc, tout ça, c'est des choses amusantes, des choses qu'on parlait au déjeuner, par exemple. Effectivement, on s'imagine que quand on a relâché nos singes dans le parc en Angleterre, quand on a créé le parc anglais, on a pris un groupe de singes, donc à peu près 70 individus de notre parc en Allemagne, et 70 individus de notre parc à Kinsheim, en Alsace. Et on s'est dit, alors on a défini deux zones en disant là, ils vont être bien, ils vont s'établir dans cette zone-là. Et puis en fait, quand on les a relâchés, maintenant la nuit, ils sont complètement changés de zone. Des choses improbables, ce qui fait qu'on a toujours à apprendre d'eux. Et ils ont une capacité à s'adapter en fonction de la météo aussi. C'est amusant que, par exemple, quand il fait très chaud dans notre parc, ils vont dormir dans d'autres zones. Ils ont choisi un groupe, en fait, quand ils dorment, ils vont dormir la nuit dans les arbres en hauteur parce que c'est là où ils sont en sécurité. Même si dans notre parc, il n'y a pas de prédateurs, hein, il y a un enclos, donc il n'y a pas de chien, il n'y a pas de renard, il n'y a pas de lynx, les animaux vont quand même dormir en haut des arbres, ils sont en sécurité. Donc dans le parc, il y a des bouquets d'arbres qui sont des zones où ils ont l'habitude d'aller dormir. Et en plein été, quand il fait très chaud, ben, les zones où ils ont l'habitude de dormir sont peut-être un peu moins désagréables, enfin plus désagréables. Et eux se définissent naturellement, ils vont, ils sont un peu dans les vallées sont toujours un peu plus fraîches. Et on a des petits vallons dans le parc où ils vont en fait choisir ces zones-là. Donc aussi incroyable, c'est que en revenant sur la rétrospective, on a parlé de 1999 avec la tempête Lothar.
qui a fait beaucoup de dégâts, notamment dans le Grand Est. On s'est dit, voilà, c'est la catastrophe, on aura perdu plein de singes. Et en fait, ils étaient tous là. Je pense que quand il y a des grands vents, ils vont se mettre dans des zones de la forêt plus habitées et aussi des zones où il y a des arbres plus bas, ce qui fait qu'il y a eu moins de casse. Enfin, c'est surtout les grands arbres qui sont tombés. Et des zones aussi, comme des langues de tempêtes qui ont vraiment ravagé des zones du parc. Hein. Et les animaux ont su repérer, ont su s'abriter, je ne sais pas quoi, on n'arrive pas à l'expliquer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a retrouvé tous les singes après cette tempête-là. Donc, c'est à chaque fois des choses dans l'arcade qui nous fascinent. Et je dirais même, quand vous interrogez les chercheurs qui sont là, on avait notre directrice scientifique qui a travaillé plus de 45 ans avec ces animaux-là, et qui, même après 45 ans, observait des comportements encore étonnants. Donc, on est toujours surpris à travers ces animaux-là. C'est pas leur capacité à s'adapter, leur capacité à, à découvrir une espèce ou à manger un animal. On dit, ah, j'ai jamais vu manger ça, c'est étonnant. Euh, et c'est incroyable. Et puis aussi, ce qui est étonnant, c'est quand on est à l'époque et quand on est des journées où il y a beaucoup de monde, on se dit, mince, mais pour les animaux, ça va être horrible, avec tous ces humains qui viennent. Et en fait, quand vous les regardez, ils sont très bien, ils ont leur vie, ils savent que l'humain, on change de rôle dans le parc. Dans le parc, le singe, il peut tout faire. Il va pas vraiment rester sur les chemins, c'est la seule règle. Mais ils voient ces humains qui sont organisés comme ça sur un chemin. Et deux personnes ou qui est 5000 personnes, pour eux, ça ne change strictement rien. Ils ont leur vie naturelle entre eux, et ils jouent, ils dorment, ils s'épouillent. Qu'on soit là ou pas là, ça ne change rien. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ils ont le don de nous innover, et ça fait partie de la beauté du parc. C'est-à-dire qu'on veut les voir sans les déranger. Et c'est exactement ça. Et pour eux, ça ne change rien du tout. Pareil, hein, quand le parc est fermé, sommes ouverts tous les jours de fin mars jusqu'au 11 novembre à peu près. Et donc, il y a toute une période hivernale où il n'y a personne. Les employés du parc peuvent ouvrir. Le premier jour d'ouverture, on vient au schéma normal d'ouverture de parc. Pour le centre, ça ne change rien. À la limite, ils vont peut-être voir un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a un peu plus d'animation. Mais ça ne change strictement rien. Ils ont une capacité à s'adapter, c'est remarquable. Voilà, je ne sais pas si Sophie veut rajouter quelque chose. Peut-être, Sophie, tu n'organises pas de baptême pour les naissances, le deuil aussi, comment ça se passe? On aimerait bien savoir. Oui. Redis le micro. Ah, yes. Est-ce que vous vous souvenez de la rue Blanc de Barcelone? C'est quoi là? Le blanc, comment ça s'appelle? De neige, globe de neige, comme ça. C'était en 1998. Moi, j'ai vécu là-bas. Je connais même madame qui l'a ramené. C'est le seul relais blanc du monde. Elle l'a ramené petit, elle l'a laissé chez elle jusqu'à elle a commencé à grandir. Après, elle l'a donné aux autres de Barcelone. D'accord. Et ce relais-là, il y avait beaucoup de monde qui vient le voir. Il est mort en 2004. Mais il a vécu presque 46 ans. Il est devenu trop grand. Moi, j'ai vu ce relais-là, j'ai connu l'histoire. C'était à Barcelone, si vous vous souvenez de ça. Malheureusement Il pas. s'appelle Globe de neige. D'accord. Globe de neige. Bon, merci. Merci. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Par exemple, nous, dans le parc, on n'a jamais assisté à une naissance. Pourquoi? Parce que ça se passe la nuit, dans les arbres. Et comme on a 24 hectares, même si on voulait filmer ça, ce serait légèrement compliqué, il faudrait des caméras partout. Donc, on a pu le voir grâce à un parc en Angleterre où ils ont une toute petite population de magots, sur un endroit très petit. Et du coup, eux ont mis des caméras, des pièges photos peut-être de nuit. Pas chez nous. Non, pas chez nous. À Woburn.
Et donc, un jour, ils nous ont invités et ils nous ont montré, ils ont dit, est-ce que vous l'avez déjà vu dans votre parc alors qu'on a plus de 50 ans d'existence? Ben non, parce que chez nous, c'est comme dans la nature, c'est dehors, nous on fait rien, et en fait, c'est une super découverte pour nos animateurs nature le matin. C'est dès que c'est le printemps, tout le monde est comme des dingues à voir qui va voir le premier bébé. Et donc, ils le voient, voilà, c'est une découverte de chaque matin. Donc ça, c'est très sympa. Et puis sinon, Et le deuil, comment ça se passe alors le deuil, généralement, nos singes, en fait, dans les parcs, ils meurent de vieillesse. On a des populations saines, on fait des tests en laboratoire quand il y a un mort avec des autopsies pour prouver que la population est saine et n'a donc pas de maladie. Ils ne vivent pas le deuil comme nous. Par contre, si un petit meurt, ça peut arriver qu'un bébé naisse mort-né. Ça arrive chez l'être humain. La maman peut le porter jusqu'à 3 jours. Donc elle le tient en fait. Et ça, c'est très dur à voir. Mais ça fait partie de leur vie en fait. Alors, c'est pas, elles ne le font pas toutes. De temps en temps, ça dure quelques heures, de temps en temps, ça dure une journée, mais ça peut durer jusqu'à 3 jours. Et donc, il y a une forme de deuil. Par contre, pour les vieux, pas vraiment. C'est nous qui allons le remarquer quand on les nourrit le matin. En général, donc nos animateurs nature ou le personnel qui nourrit le matin, ou nous-mêmes, on les connaît tous, nos singes. Donc, on sait qu'au nourrissage, le grand nourrissage du matin, tout le monde vient. C'est pas normal s'il y en a un qui vient pas. Alors, il peut, étant vieux, comme nous, problèmes dentaires, arthrose, ils ont la colonne qui font un peu comme ça. Ils sont très similaires à nous, n'est-ce pas? Et donc, ils peuvent être un peu plus lents. Donc, on peut se dire, OK, si on ne l'a pas vu ce matin, c'est qu'il était un peu plus lent, il est descendu plus lentement. Mais le deuxième jour, on va dire, ça, c'est pas très normal. Le troisième jour, c'est carrément pas normal du tout. Voilà. Donc, eux ne vont pas forcément nous montrer. Ah, des anecdotes, je crois que j'en ai tellement que je n'en ai plus, en fait. Non, mais je peux. Non, pour revenir à ce que M. Consulien a disait, avec un peu l'évolution et les similitudes, c'est vrai que ce qui est intéressant, et de plus en plus d'études sont faites sur ça, en termes d'évolution, on va comparer, on va étudier un peu les espèces, certaines espèces de primates, et puis faire des parallèles avec l'espèce humaine. Et c'est vrai que dans les études scientifiques, hein, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites ces 10 dernières années sur, par exemple, la place des vieux singes dans le groupe. On voit chez l'homme, hein, c'est des questions dont on se pose, on a des populations qui vieillissent, on se demande aussi comment ça se passe chez nous. Et c'est vrai que chez Ethnogroup, on se rend compte que les vieux singes participent toujours à la vie du groupe. Hein. Ils vont toujours se faire étudier, ils vont même de temps en temps jouer avec des jeunes. Alors c'est sûr qu'ils ont moins grande tolérance par rapport à d'autres, ils sont moins aventuriers que par rapport à d'autres. Mais tout ça, ce sont des choses intéressantes à étudier. Et, souvent, on se rend compte qu'il y a des études qui se font sur les primates quelques dizaines d'années avant pour ensuite faire des parallèles avec l'humain. Donc, comme c'est une société évoluée, on étudie tout ça. Comme on parlait des macaques, qu'il y a 23 espèces de macaques. Ce qui est intéressant, c'est de comparer le macaque africain, donc le macaque de Barbarie, en termes de tolérance. Est-ce que c'est une espèce qui est autoritaire ou est-ce que c'est une espèce qui est plus tolérante, hein, par rapport aux autres espèces de primates, aux autres espèces de macaques, hein. Et c'est là où on se rend compte que le mode de vie du macaque de Barbarie, c'est qu'il est très tolérant. Donc là, c'est des sujets, il y a plein de sujets intéressants à découvrir. Et puis, en termes scientifiques. Nous, on est vraiment basé sur des observations, nous, ce qu'on appelle non invasives. C'est vraiment de l'observation. On va pas prendre c'est pas comme un labo, hein. On va pas prendre des animaux et les isoler. Ça, on ne le fait pas. D'ailleurs, on ne fait pas non plus d'échange de singes avec d'autres structures, parce que comme c'est un animal qui est social, qui vit avec les autres, on ne va pas les isoler. On ne va pas prendre un singe pour le mettre dans un autre groupe. Si on les déplace, il faut déplacer un groupe complet. Donc, soit un groupe complet pour créer un autre parc, soit un groupe complet pour le réintroduire dans son milieu naturel. C'est pas une anecdote, puisque c'est avéré. Ce qui est intéressant chez le macaque de Barbarie, donc on parlait de ça tout à l'heure, donc ils vivent en groupe, hein. C'est des groupes multimâles, multifemelles, avec un sexe ratio qui est à peu près équivalent, donc on a à peu près autant de femelles que de mâles.
D'où on ne verra jamais d'infanticide non plus, puisqu'on ne connaît pas la paternité. Les mâles s'occupent des bébés chez Magot. Et ce qui est amusant, c'est que les femelles, c'est pas du tout rare de voir l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère, la fille et la petite-fille. Pourquoi? Parce que les femelles vont rester dans leur groupe natal toute leur vie. Les mâles, eux, au contraire, peuvent migrer. Alors, ils ne migrent pas forcément, mais si je suis un jeune mâle en période de reproduction et comme j'ai ce tabou naturel de l'inceste, alors ça c'est une façon anthropomorphe de l'expliquer, hein, les scientifiques, pas comme ça, mais du coup, je suis entourée de femelles de proche parenté, là pour le coup, ma vie ne va pas être géniale, donc je vais migrer, j'ai décidé de migrer, un processus un peu long, je vais aller à la périphérie de mon groupe, me coller légèrement à la périphérie du prochain, m'intégrer discrètement, et une fois arrivé dans ce groupe-là, toutes les femelles vont être des partenaires sexuels potentiels. Donc, voilà. Par contre, je ne reviendrai pas en arrière. Et nous, dans le registre de tous nos singes, et ben, ces singes-là sont appelés les migrants. Donc, on sait que, ah, ben, celui-là a migré de ce groupe-là vers celui-là. Et voilà, donc ça c'est une petite anecdote, c'est un fait avéré, mais c'est quelque chose qui, chez d'autres espèces de primates, on ne pourra pas observer. Certes, toute espèce de primates qui vivent multimâles, multifemelles peuvent être assez facilement comparées, mais il y en a aussi les femelles qui sont dominantes, d'autres où c'est les mâles qui sont dominants. Si on observe les grands singes, on partage quand même, nous, l'être humain, alors à l'inverse, 98,7% de notre ADN est partagé avec le bonobo. C'est assez étonnant. Donc voilà, donc, les études, moi j'adore les études scientifiques et j'adore les lire, et surtout les comparatifs avec les différentes espèces. Donc il faut savoir qu'effectivement, la nôtre, effectivement, est très tolérante et super intéressante à observer aussi parce qu'elle vit en groupe, mais il y a des primates qui vivent en couple. Chez nous, il n'y a pas de couple. Il y a certains primates qui vivent en couple toute leur vie. Donc chez le primate, en fait, on peut étudier pendant des milliers d'années et avoir encore quelque chose à découvrir. Il y a une question, toi? Merci. Mais dans mon film, dans les années 80, il y a eu Philippe Quartz qui enseignait l'éthologie, enfin, l'étude comparative d'observation entre humains et animaux. Il disait que du moment où il y a une espèce animale qui arrive à disparaître, il ne fallait pas en tenir compte. Il se trouve maintenant, enfin, depuis les années 80, avec le réchauffement, avec d'autres problèmes qui ont surgi, il n'a plus raison, hein. Enfin, il n'a plus. Pourtant, c'était un prof qui tenait la barre au niveau de la recherche dans ce domaine. Et je voulais savoir si vous aviez travaillé avec lui. Alors, Merci. Je ne sais pas. Il enseignait à Strasbourg, il dirigeait au CNRS des recherches en mythologie. Mythologie, pas l'éthologie, mythologie. Oui, éthologie. Alors, à Strasbourg, il y a surtout sur le bout de la langue. Et justement, elle a fait la comparaison entre tous les macaques. Bernard Thierry, Voilà. qui a étudié nos singes aussi. La personne dont vous mentionnez ne me dit rien, mais je veux dire, peut-être que notre directeur scientifique va dire oui, évidemment, on a fait plein de choses avec lui, mais je ne peux pas vous répondre à cette question. Directeur de l'Institut de psychologie et chercheur au CNRS. D'accord. Ouais, Non, nous, il y avait le côté primato, en primatologie, donc c'était surtout les Bernard Thierry à ce moment. Ce que je vous propose, c'est on a une archive de la création des parcs, c'est amusant parce qu'il y a une interview de mon père en 1969. Vous verrez, c'est les images en noir et blanc et la petite musique qui va avec. Mais si ça vous amuse, on peut mettre cette vidéo. Et puis après, je peux vous proposer quelques parties de l'histoire de singe qui en fait été filmé pour la deuxième réintroduction au Maroc. Alors, je crois que les premières images, il n'y a pas de son. Le son est à côté, c'est bon.
Donc ça, en fait, c'est le site de la maison forestière de la Ligue, qui en fait avant était une maison forestière qui datait, on avait des photos de 1932. Et donc là, c'était au début la forêt avec les premiers piquets de clôture. Ça, c'est aussi des choses, au début, on ne savait pas comment les garder. On a une clôture assez basique, hein, avec un sommet électrique, de fil électrique. Et puis maintenant, on n'a plus de clôture électrifiée. La clôture, en fait, ce sont des panneaux lisses. Comme l'escalade, à un moment, le singe ne peut plus s'agiter. Et donc, il reste à l'intérieur du parc. Et puis, comme il est bien dans le parc, il ne va pas chercher à voir ailleurs. Voilà, ça, c'est un reportage de l'ORTF. Bon, ça date. On ne s'attendait pas à trouver ça ici. Venir en Alsace pour trouver des singes, c'est pas l'endroit où on aurait pensé. Moi qui avais très peur des singes, je m'appelle dans les interviews. Donc là, ce sont que des singes marocains, hein. Ils sont tous nés là-bas. C'est ça, la bande Alsace, c'était un pôle volontaire, mais c'est surtout devenu la ville de promenade et de tourisme. Les individus se sont rendus à l'évidence en pleine forêt, sur le territoire de la commune de Kinsheim, dans un espace clos, coupé du massif du Haut-Péninsule, par 200 macaques se sont acclimatés grâce à deux amis des bêtes, messieurs Renaud et De Turpin. Ils sont venus sans visa. Et à venir à l'époque. À l'époque, c'est moins compliqué. Il leur a donné l'idée de créer la montagne des singes. Ça, c'était la Galerie des Aigles à ses débuts, qui a été créée une année avant, en 1938. On s'est demandé pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un autre parc, un genre totalement différent, avec toujours cette idée qu'il nous est très cher de mettre des animaux en liberté. Facilement compte faire des cages, des animaux dans des cages où ils sont malheureux. On a donc trouvé cette solution de faire un parc de plus de 6 hectares et de là-dedans mettre des animaux sauvages, qui sont en l'occurrence des singes. Près de 200 singes sont donc dans cette forêt, dans cette montagne, et le public est autorisé à venir voir ces singes, même leur donner à manger. Comme ça se passe exactement en Afrique du Nord, dans la Moyen Atlas, où ils ont été capturés il y a très peu de temps. C'est tout un personnage de ces seul alors au départ, comment on a décidé la communication. Au départ, notre idée a été accueillie par les premières personnes que nous avons rencontrées assez mal, en nous disant que c'était une idée qui était impossible à réaliser. D'abord parce que les singes sont des animaux dangereux. Ensuite, il y a un problème également d'acclimatation. Sur ces entrevues, nous nous sommes mis à étudier le problème en détail, en allant voir tous les grands primatologues, aussi bien français qu'anglais et suisses, afin de piocher la question. Là, nous avons trouvé à peu près 90% de personnes qui n'étaient pas optimistes, et les autres nous disaient c'est une expérience qui n'a encore jamais été tentée, peut-être que ça, peut-être c'est une réalisation qui sera possible, peut-être au contraire ce sera un échec. En fait, il faut faire pour nous sommes arrivés à cette espèce de singe, tout d'abord parce que c'est un singe de montagne, un singe qui vit dans toutes les montagnes d'Afrique du Nord, des altitudes dépassant les 3000 mètres. Donc c'est un singe qui est habitué à la neige, au froid, à la pluie, au vent. Ensuite, quand même, c'est le seul singe, ou pratiquement le seul singe, qui soit inoffensif. Je ne m'attendais pas à ce que c'est gentil, si proche. En plus, leur donner, c'est pas de la monnaie du
pas très favori. Je fais juste une petite pause. Pour ceux qui ont déjà vu la montagne des singes parmi vous. Ah bon, bon, d'accord. Alors pour ceux qui sont déjà venus, donc petite précision, à l'origine, donc le parc faisait 6 hectares, maintenant il en fait 24, donc il a bien grandi. Et petit détail, hein, et quand vous regardez les premières images, en fait la végétation n'était pas très haute. Donc les arbres ont poussé depuis, et ce qui est amusant, c'est quand ceux qui ont l'occasion de venir visiter notre parc, c'est que quand on regarde les arbres à l'intérieur du parc, certains ont des formes un petit peu, des pins sylvestres qui normalement sont des arbres qui poussent très droit, ont tous des formes un petit peu magiques, ça fait un peu forêt, tendance à dire, ça fait un peu forêt Harry Potter, hein. Tout simplement, c'est la présence des animaux qui fait que, en poussant comme ça, en poussant, l'animal peut-être aligner un peu un bourgeon, de pousser comme ça, va pousser un peu comme ça. Et donc, les arbres ont des formes assez étonnantes, assez magiques, hein. Et ça fait partie aussi d'une nouveauté du parc. Voilà, on va continuer le petit reportage. Est-ce que tu peux voir passer avec ça a confirmé que a priori, vous n'avez pas de son oui, 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 bon. Théoriquement, on n'est pas les voir de problème de climat. C'était bien théorique, il y avait fait en sorte le premier hiver à passer, c'est jamais ce qui peut se passer. Il n'y a jamais eu une maladie, nos singes se sont très bien comportés malgré le froid, le vent, il y a eu des températures quand même assez fortes. On a surtout un hiver extrêmement. Aucun dégât n'ont eu aucune perte. Avant la création de ce parc, nous avions fait un petit réinstitut pour essayer de prendre le plus d'avis possible parmi les grands climatologues européens, et tout le monde nous avait dit que c'était absolument impossible. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, les singes sont calmes, les visiteurs peuvent les approcher, ils s'approchent même des visiteurs, et il n'y a aucun problème d'agressivité. Ils sont très accompagnés pour leur pédagogie. Les petits. Lesquels tu préfères? Les petits. Parce qu'ils sont plus mignons. Tu préfères les voir ici ou à l'Europe? Et parce qu'il y en a plus. Et puis, ils se partagent. En 1980, l'Inde prévoit plusieurs types d'exportation. Il accuse d'abord construction mécanique et électromécanique. On va terminer avant de montage. Bien d'équipements en France. On est mal dans ce pays. Alors, devant cette menace, le gouvernement marocain a décidé de réagir. Il a mis au point un important plan de protection de la nature et des espèces, plan qui comprend une partie consacrée au sol. Et là, bien sûr, on s'est souvenu de ces 150 magots envolés il y a 10 ans pour la loi des nations. Dans cette partie-là, c'est là que nous allons jouer un rôle, d'abord un rôle de conseiller avec le collège scientifique, et ensuite nous nous sommes engagés à relâcher dans la nature un groupe également 255, parce que ce que nous avions fait à la nature, nous sommes prêts à le rendre, pratiquement bien sûr. Et ce sont des singes qui seront relâchés dans une des zones du Moyen-Atlas qui actuellement est de nouveau tout à fait adapté à réaccueillir ces singes qui ont disparu. Nous n'allons pas y lâcher 150 individus n'importe lesquels, mais nous allons les relâcher 150 singes organisés actuellement en colonies socialement bien structurées, c'est-à-dire que chacun de ces singes connaîtra parfaitement tous les autres, et ce qui fait qu'il n'y a déjà pas de stress de réadaptation d'un animal habitué à vivre en groupe, qu'on relâche tout seul et qui est obligé de se réimbriquer dans un groupe. À une telle expérience, en tant qu'adulte commercial, constitue une première mondiale. Plusieurs étudiants resteront d'ailleurs sur place 2 ans pour étudier la réadaptation des animaux et préparer des thèses de doctorat, et à leur tour pourront servir à la protection d'autres espèces. Vous pouvez voir sur les vidéos, on montre beaucoup de personnes qui donnent à manger des pop-corn aux singes.
Ça, c'est quelque chose que nous ne faisons plus depuis le Covid, hein. On a arrêté et puis on a décidé de ne plus le faire, tout simplement. Déjà, avec le Covid, il y avait un risque de transmission du Covid aux animaux, donc ça, on ne voulait pas risquer notre population de magots sauvages. Et puis, nous avons décidé de plus donner de popcorn, simplement parce que c'est un peu une tendance maintenant, je dirais, sociétale de vouloir observer les animaux dans des conditions plus naturelles. Et donc, en faisant comme ça, on peut constater que les gens passent plus de temps à observer les animaux, posent plus de questions au guide, et le fait d'avoir complété notre offre aussi avec l'attraction dans la peau d'un singe permet de passer un très beau moment à la montagne des singes. Je vous propose une petite vidéo du deuxième relâché. Vous verrez des images des relâchés qui ont été faits, une à Nador et l'autre dans le Haut-Atlas, vers l'ouest de la Lune. Je vais vous présenter ça. Les singes berbères, en provenance de l'Europe naturelle européen, sont tous enfin leur pays d'origine, le nord. Hormis le sous-asiatique, cette espèce de macaque vit, mais aussi gravement menacée. Les singes berbères ne sont plus que 10 espèces à vivre libre au Maroc, à peu près 5000 en Algérie. La réimplantation de groupes entiers, issus de parcs naturels européens, tend à s'associer à la sauvegarde de l'espèce. C'est au fond ce que peut faire de mieux un parc naturel pour la sauvegarde de la faune. Les singes transportés en camion jusqu'à l'aéroport d'Orly, dans des caisses spécialement aménagées, vont s'envoler à bord d'un Airbus, destination Casablanca. Les premiers embarqués, le 7 mai 1986, viennent de la montagne des singes, près de Kinsay en Écosse. 71 malades qui vont retrouver la liberté dans la région de Nador, sur la côte méditerranéenne. 2 jours plus tard, 110 singes, originaires cette fois de la forêt des singes, près de Rocamadour, dans le Lot. Et le 28 mai, enfin, 178 pensionnaires de la montagne des singes de Salem, près du lac de Constance, vont vers le nord. Plus exactement vers le sud du Moyen Atlas, dans la région de l'Oued El Abi. Ceux de Rocamadour, près du village de Taguef, ceux de Salem, près de Boutfara. Arrivés à Casablanca, les animaux vont pouvoir boire et manger pendant que les fonctionnaires règlent les formalités d'entrée. L'ingénieur Abdellah El Mastour est le collaborateur marocain de Philippe Barjol, l'étudiant français qui, durant toute une année, va suivre l'adaptation des macaques à leur nouvelle vie. Gilbert de Durkheim, maître d'œuvre de ce retour au pays, et à qui l'on doit les parcs qui abritent tous ces singes, tactiques, tout comme le zoologiste Hélène Mertz aurait des animaux. En 1980, lors de la première expérience du genre, expérience pour les succès d'ailleurs, Hélène Mertz, aidée d'une collaboratrice, avait séjourné 3 mois sur les lieux afin d'étudier le comportement des macaques que l'on venait de lâcher dans le Moyen Atlas. Les formalités d'entrée réglées par le docteur Renaud, vétérinaire et directeur du zoo national de Rabat, il est temps de rejoindre Nador et Boutfara. Et nous avons pratiquement toute une pour rejoindre la zone.
Le temps de se souvenir. 1960. Gilbert de Turquoise et Jacques Renaud capturent au Maroc une cinquantaine de singes berbères. Ces derniers vont inaugurer un nouveau genre de parc. Sur plusieurs centaines d'hectares, où alternent les forêts et plaines, les animaux s'ébattent en toute liberté, tandis que les visiteurs empruntent un chemin de ronde bien défini. Une nouvelle importation de Maroc, ajoutée à une reproduction en France au-delà de toute attente, va permettre en 1974 d'ouvrir un second parc, le Rocamadour, puis un troisième, 2 ans plus tard, de Salem. Le nombre de singes berbères vivant en liberté sera réduit. La destruction du milieu naturel et le déplacement en groupe des animaux expliquent cette situation. Voilà pourquoi le gouvernement marocain et Gilbert de Turckheim ont décidé de réimplanter des animaux nés dans les parcs. Mission possible pour 2 raisons. Au sein de ces parcs, les macaques vivent en groupe, parfaitement hiérarchisés, au milieu d'une flore naturelle dont ils se nourrissent en partie. D'autre part, il existe au Maroc des lieux capables d'accueillir un grand nombre de singes. Par exemple, la forêt au-dessus de Nador, qui attend depuis 15 ans qu'on veuille bien la vue. À ce point du voyage, il faut décharger les pièces et les transporter à pied à l'endroit exact où doit s'établir le lâcher. Celui-ci doit être effectué entre avril et juin afin que les singes puissent bénéficier des meilleures conditions climatiques possibles et d'une abondance nourriture. Un apport d'alimentation leur sera offert les premiers temps afin de faciliter leur adaptation à leur nouvelle vie. Une dernière fois, ils sont soignés dans leur quête. La joie de libérer les premiers animaux revient à l'ingénieur Idrissi Azami, chef du service des eaux et forêts de Nador. Les singes saluent à leur manière le bonheur de se retrouver en pleine liberté. Ils ont espéré et mieux récompensés. Voici désormais leur nouveau territoire, grandiose et surtout idéal à leur survie. Vous les trouvez toujours à Nador, hein, ils sont toujours là, les descendants. De suite, les singes prennent connaissance des. Il s'agit pour eux de délimiter et prendre possession de leur nouveau territoire, ou home range, en termes de topologie.
Une nécessité vitale, en effet, la proximité de l'hôpital, condition prioritaire à toute implantation. Si les singes sauvages peuvent tenir plusieurs jours sans eau, ceux issus de parcs naturels en ont un besoin quotidien. Quant aux friandises, du style orange, elles ne sont distribuées que les premiers jours, contrairement aux céréales, qui, elles, seront apportées plusieurs semaines encore avant que ne cesse toute aide extérieure. Ces deux camions transportent les 14 caisses en provenance de Salamé, destination ouest de la ville, près de Bouscara. En bout de piste, le nouveau moyen de transport se nomme désormais mulet. Une dernière fois, les macaques bénéficient de soins attentifs avant que leur caisse ne soit transformée afin d'alléger la charge des billets. Les 28 nouvelles caisses chargées sur le dos de ces habitants du terrain doivent être solidement fixées au risque de basculer. Autant que le méthodier ici, à 1500 mètres de et que le sentier, plutôt aventureux, plonge vers le chien du ravin, où coule le fleuve Miri, lui-même à 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Territoire toutefois exceptionnel, puisqu'il abrite les dernières panthères marocaines. Faune et flore ainsi préservées en ces lieux ont conduit les autorités marocaines à projeter la création d'une réserve naturelle. C'est là, dans cette prairie, une partie des singes de Salem va retrouver la terre. Comment ne pas être impressionné par le savoir-faire de l'homme et de l'animal? Pourtant, arrivé ici, les mulets ne peuvent plus aller de la route. Il faut donc décharger les terres.
Végétation en suffisance et eau toute l'année, telles sont les deux conditions vitales pour les singes. Les caisses seront désormais portées à dos d'homme jusqu'au fond. À l'arrivée, c'est Philippe Barjol qui réceptionne les caisses et les dirige vers le deux endroits où les singes seront lâchés. D'or là, à point de nourriture indispensable pour les projets. C'est juste une petite coupure. Un point. Il reste encore 9 minutes, je crois. Un point important dans oui, pardon. Oui, désolé. Je fais juste une petite coupure. Un point qui est très important pour les réintroductions, c'est qu'il faut toujours trouver des zones qui sont relativement éloignées des habitations humaines. Ceci afin d'éviter les conflits entre l'homme et l'animal. C'est vrai que quand on regarde ici, il était courageux, hein, c'est des zones écartées, mais à la fois ça assurait une tranquillité pour les animaux et ça ne perturbait pas les populations locales. Donc, si on fait si on crée des conflits en réintroduisant des animaux, si on crée des conflits avec les locaux, ça ne marchera jamais. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une adhésion de tout le monde. Et ça, c'est un point ultra important que je voulais vous préciser. Voilà. On a encore 9 minutes, mais c'est vrai que quand on regarde ces paysages, c'est magnifique, hein, ça donne envie d'y aller. On comprend ce qu'ils disent ou pas? Non? C'est Bernard, c'est de oui. Voilà. Comme les macaques enfin, les Berbères, connus de trois parcs naturels européens, auront ainsi renoué avec leur pays d'origine, le Maroc. Et personne ne va manquer à la fête. Le mâle se charge des retards. Vous voyez, c'est le mal qui prend. C'est sympa, ça, hein?
Et le chef du service des eaux et forêts, le BNMLA, l'ingénieur Ahmed Abdaoui, qui a soutenu le projet de réinformation depuis le début. Oui, quand on est forestier, vraiment, avec forestier, si j'ose dire, on aime la nature, on aime les arbres et on aime tout ce qui vit dans la forêt, évidemment. Alors, qui dit ce qui vit dans la forêt, il n'y a pas uniquement que des hommes, des bêtes, mais il y a aussi cette faune sauvage, très jolie, que tout un chacun doit connaître, tout comme moi en pratique pour certains et beaucoup pour les autres, les spécialistes, si j'ose dire, mais également pour la protéger parce que ça constitue un capital national et également, comme toutes les grosses bêtes, un capital mondial parce que c'est très beau de voir, par exemple, un animal qui se trouve dans un autre pays, mais tout le monde peut étudier ce cas. Voilà, c'est le projet de notre gouvernement pour la protection de la sauvage et de la nature. Et là, on ne devrait pas s'occuper ici. Donc, c'est un des premiers travaux. Nous espérons que nous allons les continuer par les observations, pas encore des études approfondies, pas encore des projets pour essayer de sauver cette espèce. On apprend à varier les menus. Les insectes sont innovatifs. Anator, les singes apprécient encore l'orange des céréales, mais bien vite, ils vont apprendre à reconnaître les plantes qui deviendront la base de leur alimentation. Comme tous les macaques, les singes berbères sont pourvus d'impressionnantes baies, précieux garde-manger qui leur permet, à se manger, de poursuivre leur repas une fois à l'heure. Les soins apportés au pelage sont pris très au sérieux par les singes berbères, ne serait-ce que pour éliminer d'éventuels parasites, comme les tiques. Ces soins, connus sous le nom de bouménie, sont en fait une sorte de rencontre conjugale, destinée à renforcer les liens entre les deux parties. Rien de bien neuf dans les relations de groupe, sinon bien sûr l'adaptation au nouveau territoire. Relâchés par groupe d'entiers, les singes se connaissent et entretiennent des relations spécifiques en fonction du sexe, de l'âge, de la parenté, de chacun. À l'état sauvage, les groupes dépassent rarement 30 individus, tandis que dans le parc, ceux-ci peuvent parfois atteindre la centaine. Toutefois, ces derniers, comme les autres, sont constitués de plusieurs individus des deux sexes et de tout âge. Comme dans les parcs, lorsque le soleil chauffe, les singes ici s'abandonnent de la même manière aux délices de la sieste. Ensuite, ils diminuent les besoins en eau. Et puis, après le retour, de nouveau à table. En famille, en mer, mer et en mer. Quand approche le soir, les singes rejoignent une aire de repos. Des arbres sûrs, confortables, à l'abri du vent, et qui seront régulièrement utilisés.
Les singes berbères, afin de se protéger des prédateurs, passent la nuit sur des parois rocheuses, nues sur les arbres. Le matin, on s'empresse de retrouver la terre ferme, de se saluer, s'il le faut, non sans quelques messes. Une nouvelle journée de liberté débute. L'environnement favorable devrait permettre aux singes berbères une adaptation rapide et par là même un retour à l'état. Les observer dans leur nouveau milieu durant toute une année permettra d'abord d'engranger d'inestimables informations quant aux capacités d'adaptation que vous avez. Ensuite, de recueillir d'importantes indications destinées à la mise en œuvre et à la réalisation de tels projets. Voilà. Ah non, pardon, ça c'est un voyage difficile, mais c'est un beau voyage, ça vaut la peine. Non, et puis c'est vrai que c'est un plaisir de. C'est un bon retour des choses, c'est un retour de. Oui. Pardon. Oui, c'est un voyage difficile. J'en très désolé, hein, j'ai regardé un petit peu sur les cartes. Je n'ai pas eu la chance d'être là, mais c'est des endroits très sauvages vers Bouderpin, je crois, c'est ça. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est oui, c'est ça, c'est derrière le Ménage. Oui. Et le bois de la ville est assez escarpé. Et c'est vraiment très très beau. Enfin, moi, je ne le connais pas, mais ça me donne envie d'y aller, en tout cas, de voir ces singes. Euh, et puis, c'est aussi un juste retour des choses, hein, de 150 prix au Maroc, et puis près de 600, un peu moins de 600, et je retourne là-bas. Mais maintenant, la priorité, vraiment, c'est de garder ces habitats favorables. Hein, on parle d'habitat favorable, pas juste l'habitat, mais qu'il puisse être capable d'héberger cette espèce de singe. Donc, c'est ça qui est important et qu'il faut à tout prix de préserver. En tout cas, je vous remercie de votre attention, d'avoir suivi cette présentation. S'il y a une question en ligne, ce sera la dernière. Nordi, est-ce que tu veux intervenir? Nordi, tu m'entends? Il n'y a pas les micros, ça a l'air d'être éteint. Non, ils ont l'air d'être éteints. Ils sont pas là. Ah, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions encore ou pas? Ah, Nordi, tu veux intervenir? Nordi? Oui, oui, attends 2 secondes, je reprends depuis le PC, puis je suis à vous. C'est notre seul interlocuteur en ligne, je pense. D'accord. Ah, tu peux commencer, Nordi, là, on t'entend. Ouais, tu peux commencer. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, bonjour. Oui, donc j'ai suivi, désolé, j'avais désactivé la caméra parce que je suis en cours et puis j'avais suivi avec beaucoup d'intérêt la conférence. Elle sera enregistrée donc et diffusée bien sûr sur la chaîne YouTube du consulat. Moi j'ai une question, est-ce que je peux la poser, c'est Driss? Oui, oui, bien sûr. Oui, Très oui, bien. bien sûr. Bien sûr, après j'ai vu un petit peu ce travail de fond qui était fait à travers les vidéos pour essayer de valoriser, surtout de sauver, parce que c'est quand même une action humanitaire de pouvoir sauver un petit peu donc cette espèce. Moi, ma question, c'est sur la situation actuelle. Malgré que, donc on voit très bien, on n'est pas obligé d'aller chercher la date de ces vidéos, c'est quelque chose qui date, que vous avez fait ça pendant des années.
Donc c'était bien daté. J'avais même diffusé les quelques prises d'écran dans les groupes WhatsApp pour mémoire. On est aussi dans le devoir de la mémoire. Est-ce que maintenant, ces pratiques, elles sont encore d'actualité? Parce que moi, j'étais au Maroc il n'y a pas longtemps. On va tous les 2 ans pour les vacances. On voit aussi dans d'autres pays qui existent ces pratiques. Est-ce que c'est toujours d'actualité d'essayer encore d'essayer de sauver ce qu'il y a encore à sauver? Parce qu'on a beau à dire ce qu'on veut, c'est le braconnage, il continue et cette espèce, elle souffre encore de ces pratiques, de les utiliser pour des buts lucratifs et puis donc, de gagner un peu d'argent en faisant souffrir cette espèce, et pas que, il y a d'autres espèces qui sont aussi utilisées, et pas que dans le Maroc. Alors, d'après le département des eaux et forêts, les pratiques de braconnage et de capture des dénagos a tendance à diminuer. Hein. Ils ont fait des efforts au niveau de la police du tourisme sur les places de marché pour intervenir et confisquer les animaux quand ils étaient notifiés par le public. Je vous entends plus. C'est vraiment une des grandes priorités avec les eaux et forêts, ils regardaient éventuellement des zones au nord du Moyen Atlas, hein, où il y avait encore des habitats forestiers relativement favorables et relativement éloignés des populations locales, hein, où des opérations de réintroduction pourraient être faites. Mais plus grande des priorités, c'est de préserver les forêts existantes, hein, et essayer de limiter les impacts de l'homme, notamment les passages des troupeaux, mais à la fois il faut aussi que les populations locales puissent vivre. Donc il y a tout un compromis à trouver pour que tout le monde puisse y trouver son intérêt. D'accord, merci. Merci à vous. S'il n'y a pas de questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, je voudrais donc remercier M. le directeur et avec tous. Je voudrais aussi vous informer qu'on a convenu avec M. le directeur d'organiser un week-end Maroc à la montagne des Dates. Ce sera donc le 8 et le 9 juillet, Inch'Allah. Donc, on espère se voir là-bas. Hein. Merci beaucoup. Non, la téléphone. Merci à vous, Monsieur le Consul Général, pour votre accueil et puis pour nous avoir permis de présenter notre parc et nos parcs à toutes les personnes qui sont venues et puis aussi les personnes qui ont suivi ça qui vont suivre ça sur vos chaînes YouTube. Merci à vous. Merci.